Il voulait régler le conflit en 24 heures. 6 mois plus tard, rattrapé par la réalité du terrain et la coriacité de son homologue russe, Donald Trump opère un virage en épingle à cheveux. Sanctions évoquées contre la Russie, droits de douane, ultimatum et surtout livraison d'armes à l'Ukraine 2 semaines après avoir annoncé le contraire. Comment comprendre ce revirement et quelles en sont les conséquences sur le front? Bonjour Alexandra Goujon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie. Je cite votre dernier livre, L'Ukraine de l'indépendance à la guerre, paru en 2023 au Cavalier Bleu. Et à distance, on retrouve depuis Moscou Paul Gogo. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes correspondant en Russie pour plusieurs médias. Et je cite votre ouvrage paru aux éditions du Rocher l'année dernière, Opération spéciale, 10 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass. Merci à tous les deux d'être là. Alors peut-être première question, êtes-vous surpris par ces annonces de Donald Trump en faveur de l'Ukraine, Alexandra Goujon? Alors, je ne suis pas surprise. Vous avez parlé d'épingle à cheveux. Je trouve que l'image est assez bien sentie. Et surtout, ces livraisons d'armes, elles sont associées à 2 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'elles seraient financées par l'OTAN et non pas par les États-Unis. Donc immédiatement, Trump a mentionné cela aussi pour montrer que ça ne coûtera rien aux contribuables américains. Et la deuxième chose, je pense là, qui doit inquiéter un peu plus les Ukrainiens, c'est l'histoire des 50 jours par rapport aux sanctions. C'est-à-dire des sanctions envisagées qui seraient moindres d'ailleurs que ce qui est prévu par un projet de loi bipartisan au Congrès, et surtout qui interviendrait au bout de 50 jours. 50 jours, en ce moment, avec ce qui se passe, les bombardements, c'est très long. Paul Gogo? Oui, effectivement, c'est un peu d'ailleurs la sensation qu'on a quand on regarde les réactions des Russes. C'est que finalement, 50 jours, c'est une éternité. Et il y avait d'ailleurs, avant cette annonce, l'idée dans la presse russe que si les annonces de Donald Trump étaient, on va dire, trop hostiles à la Russie, eh bien, dans tous les cas, il y aurait moyen de renverser la tendance en organisant un appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Donc il y a une sorte d'optimisme chez les Russes. D'ailleurs, la bourse ne s'est pas du tout effondrée hier soir parce que visiblement, tout le monde s'attendait à ce que ce soit bien pire, ce qui allait être annoncé par Donald Trump. Les sanctions, il en parle depuis quelque temps maintenant, mais pour l'instant, factuellement, il ne se passe rien. Et donc, ce qu'on remarque, et ça c'est très intéressant, c'est qu'à Moscou, on se bat pour l'instant pour conserver ce nouveau lien entre les États-Unis et la Russie. Et donc, on ne se vexe pas. Et on a déjà vu la Russie se vexer beaucoup plus facilement pour moins que ça. Mais pour l'instant, c'est pas la tendance, c'est pas l'objectif du Kremlin. On veut vraiment conserver pour l'instant ce lien, on va dire, privilégié, si j'ose ce mot-là, entre Washington et Moscou. Alexandra Goujon, on se souvient quand même de cette humiliation de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. C'était il n'y a pas si longtemps, fin février. Aujourd'hui, le président ukrainien se dit reconnaissant envers son homologue américain. Que s'est-il passé pour que Donald Trump tourne le dos désormais à Vladimir Poutine? Alors, tourne le dos, c'est peut-être pas tout à fait le cas, vu ce que vient nous dire Paul Gogo. Par contre, côté, j'allais dire, ukrainien, c'est sans doute un peu la même stratégie que côté russe, je veux dire, dans le sens où l'objectif, c'est d'avoir une communication favorable entre les élites politiques ukrainiennes et américaines. Donc, il y a eu quand même l'accord sur les minerais rares, donc, qui était quand même aussi l'objet de cette rencontre au bureau ovale. Donc, il a fini par être signé avec des conditions qui étaient quand même plus favorables à l'Ukraine au final. Et puis, je pense que finalement, Donald Trump s'est sans doute aussi rendu compte que côté russe, en fait, on cherchait à gagner du temps. Enfin, il l'a expliqué hier, c'est-à-dire moi, je rencontrais Poutine, j'avais des bonnes conversations, y compris par téléphone. Et puis finalement, les bombardements continuent. Donc on peut faire bonne figure côté russe, mais en même temps, sur le terrain, encore une fois, on a eu un mois de juin avec des bombardements très intenses sur les grandes villes, et y compris récemment sur les villes de l'Ouest. Paul Gogo, est-ce que finalement la livraison des patriotes peut avoir une incidence sur le conflit ?
A priori, pas particulièrement, parce que le premier objectif, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir avec Donald Trump, ça reste quand même qu'il n'y ait pas une situation dans laquelle l'Ukraine s'effondrerait qui montrerait que finalement Donald Trump a été la raison d'un échec total en Ukraine, d'une guerre qui aurait été un drame pour l'Europe et pour les Ukrainiens. Donc j'ai la sensation que le premier objectif est surtout un peu de modérer tout ça, de permettre aux Ukrainiens de se défendre un petit peu mieux, aux civils de protéger un petit peu plus les civils. Mais bon, c'est mon point de vue aussi, et visiblement c'est la façon dont les Russes ressentent les choses. A priori, il n'y a pas de danger immédiat pour les stratégies, les objectifs militaires russes en Ukraine aujourd'hui avec ces nouvelles annonces. C'est en tout cas ce qui a l'air de montrer à la réaction russe, qui n'est pas du tout dans une réaction qui consisterait à dire voilà, ça y est, les Américains s'engagent dans le conflit, là ils vont se battre contre nous, raison de plus pour faire la guerre. Non, il y a vraiment une volonté pour l'instant de modérer les choses, qui est même assez étonnante, hein, vraiment, je le répète, puisque c'est assez rare que le Kremlin fasse preuve de modération sur ce genre de sujet, et surtout quand derrière il y a les Américains, avec comme une petite musique qui est en train de ressortir. Je regardais ça à Moscou ce matin. L'idée quand même que c'est l'OTAN qui va devoir assumer les choses. Or, faut le rappeler, en Russie, l'OTAN, voilà, c'est devenu une raison de la guerre. C'est un peu l'ennemi commun. C'est la raison pour laquelle il faut se battre aujourd'hui en Ukraine. Et donc finalement, bon, Donald Trump n'a pas calculé les choses évidemment de cette façon-là, mais pour Moscou, ça va au moins servir la propagande au niveau national. L'idée que, regardez, l'OTAN est vraiment en danger, raison de plus pour continuer cette guerre. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin. Ce n'était pas ma guerre, c'était celle de Biden, ce n'est pas ma guerre. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous avions un accord il y a 2 mois. Il semble loin. Un extrait de la conférence de presse donnée par Donald Trump hier avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. C'est pour rebondir sur ce que vous étiez en train de nous dire, Paul Gogo, parce que en effet, on aurait pu penser que ces annonces confirmées dans le bureau ovale en présence du patron de l'OTAN fassent bondir le Kremlin. Oui, c'est vraiment pour moi la surprise principale dans la réaction, mais parce que je pense qu'au Kremlin, on considère, enfin il y avait en tout cas cette idée ces derniers temps, que la relation, alors c'est dit avec cynisme, hein, je m'en excuse, mais que la nouvelle relation entre Russie et États-Unis vaut plus que des difficultés à régler le conflit ukrainien, et que en gros il y a d'autres sujets sur lesquels on a envie de s'entendre. Alors Donald Trump lui pense évidemment commerce, les Russes, et il pense aussi d'ailleurs comme les Russes, peut-être de parler de la Chine, peut-être parler de l'Iran. Il y a d'autres sujets qui peuvent les intéresser. Et puis parce que je pense que Vladimir Poutine considère qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il pourrait peut-être obtenir de l'Occident, et notamment des Américains. Alors la Russie ne fait jamais de pas en avant. Vladimir Poutine, on l'a vu, ne fait pas de pas en avant. Il fait preuve de toute la mauvaise foi du monde lorsqu'il s'agit de négocier. Mais il y a cette idée de laisser la porte ouverte, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment, les Américains, Donald Trump, se montrera un peu plus ouvert, ou proposera encore plus de concessions ukrainiennes à la Russie. Et alors, là, peut-être qu'on ouvrira définitivement la porte et qu'on acceptera ces concessions. Mais pour l'instant, on attend de voir ce qui se passera et quels seront les vrais faits, les vraies actions de Donald Trump. Donald Trump menace d'appliquer des droits de douane très sévères contre les alliés de la Russie en cas d'absence d'accord avec l'Ukraine d'ici 50 jours. Vous nous disiez tout à l'heure que les Russes s'attendaient à pire. Ils s'attendaient à quoi ? Les Russes, en fait, sont pas évidemment dans un soutien incroyable à Donald Trump, hein, une confiance plutôt, ce serait plutôt ce mot-là, envers Donald Trump. Depuis son élection, son arrivée au pouvoir, en fait, Donald Trump a déclenché une sorte d'optimisme dans la population russe, qui s'est dit peut-être qu'on a enfin des perspectives sur ce conflit, mais optimisme qui était toujours freiné par le Kremlin, et a raison, parce que
vu que Donald Trump multiplie les volte-face, eh bien, régulièrement, il y avait... voilà, Donald Trump annonçait quelque chose plutôt, ou prononçait des mots plutôt favorables à la Russie, puis il faisait demi-tour le lendemain, et à chaque fois, dans la presse, sur les réseaux sociaux, les gens disaient « Ah ben voilà, on en était sûr, ça y est, les États-Unis se retournent enfin contre nous. » Donc il y a toujours cette attente que les États-Unis vont peut-être totalement se retourner contre la Russie à un moment, parce que c'est un peu le réflexe, parce que c'est l'ennemi commun en Russie, ce sont les Américains l'ennemi commun, et donc il y a cette confiance qui reste pour l'instant impossible. Et c'est vrai que factuellement, même si Donald Trump utilise souvent les mots de Vladimir Poutine et a tenu des discours quand même plutôt en faveur du Kremlin sur la question du conflit en Ukraine ces derniers temps, pour l'instant, il n'y a rien non plus qui pousserait les Russes soudainement à se lancer dans les bras des Américains. Alexandra Goujon, comment ont été reçues ces annonces par la population ukrainienne, vous qui y allez souvent? Alors déjà, je crois que les premières annonces n'ont pas été vécues avec, j'allais dire, presque autant de panique, j'allais dire, presque ici en France. C'est-à-dire que les Ukrainiens... suspendre la livraison des Patriots. La première suspension, enfin, bien évidemment, il n'y avait pas une grande joie à Kiev, mais l'idée, c'était de se dire que 2022 avait été tellement difficile, c'est-à-dire les Ukrainiens ont vécu quelque chose, une incertitude encore plus importante en 2022, avec des experts qui disaient que Kiev serait prise extrêmement rapidement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de prudence aussi côté ukrainien. Bien évidemment que la déception vis-à-vis de Poutine, etc., est plutôt bien perçue. C'est-à-dire que, en fait, et je pense que cette altercation au bureau ovale entre Trump et Zelensky, elle est liée au fait que Zelensky voulait absolument convaincre le président américain de la souffrance, de ce qui est vécu à Kiev. Il l'a invité plusieurs fois, venez voir ce qui se passe lorsqu'il y a des bombardements. Et donc, il y a cette sensation peut-être côté ukrainien d'être un peu mieux compris sur la réalité de la guerre, et surtout sur le fait que cette guerre est une guerre qui est voulue par Poutine et que Poutine ne veut pas arrêter. Ce qui était l'objectif. Si Zelensky disait mais les négociations en quelque sorte ça sert à rien, c'est juste pour dire mais en fait nous on veut pas de la capitulation aujourd'hui qui est la porte de sortie que nous offre Poutine. On va parler dans un instant des négociations, mais encore un mot sur la situation en Ukraine, puisque l'émissaire de Donald Trump, Keith Kellogg, a entamé hier une visite qui s'annonce longue. Et ça, Volodymyr Zelensky en compte beaucoup dessus. Oui, alors là, les déclarations, il a eu aussi au téléphone hier, après la discussion avec Mark Rutte, il a eu aussi Donald Trump au téléphone et montré une certaine reconnaissance. Et la présence sur le terrain, je pense, est extrêmement importante. L'objectif, c'est de montrer aux Américains que la bonne volonté est du côté ukrainien, que les Ukrainiens n'ont jamais voulu la guerre, qu'ils la subissent et qu'en même temps, ils ne sont pas prêts à toutes les concessions, et notamment à celles donc, voulues par la Russie. Pendant ce temps-là, Paul Gauguin, en Europe, on renforce la coopération, notamment sur le plan nucléaire. On a vu cette visite d'État d'Emmanuel Macron avec le Premier ministre britannique Keir Starmer la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la Russie vit cette coalition des volontaires, ce renforcement des relations sans la puissance américaine, de la part des deux puissances dotées de l'arme nucléaire en Europe ? Oui, alors c'est assez intéressant de voir que la Russie, en fait, depuis 2022, enfin même d'ailleurs avant, partait du principe que le problème ukrainien, pour parler comme la Russie, enfin pour utiliser les mots de la Russie, ne se trouvait pas ni en Ukraine ni en Europe, mais bien aux États-Unis, qu'en fait les Européens étaient manipulés par les États-Unis, que les Ukrainiens étaient manipulés par les États-Unis, et l'échec des accords de Minsk avait représenté une preuve, selon les Russes, que les Européens ne servaient à rien, en gros, et que le jour où il allait falloir
blanchir, on va dire, ses annexions et ses occupations, eh bien, l'Europe n'aurait aucune volonté et serait incapable, en gros, de suivre les demandes du Kremlin. Et donc ça, c'était la base. Et ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est assez intéressant, c'est que la Russie est contrainte de prendre les Européens, notamment la France et le Royaume-Uni, au sérieux, parce que il y avait cette idée qu'on s'était un peu débarrassé du problème américain. Alors bien sûr, pas définitivement. Il y a toujours une menace de sanctions, et là, elle est réapparue d'autant plus hier. Mais il y avait cette idée qu'on arrivait à parler avec les Américains, on pouvait s'appeler, on pouvait discuter, on pouvait rencontrer les envoyés de Donald Trump. Alors que les Européens, on les voit s'unir, on les voit s'armer, on attaque beaucoup les Allemands aussi dans la presse russe au quotidien. Et ça, forcément, ça ne plaît pas. Donc dans un premier temps, comme toujours, ça sert la propagande qui explique que les Européens veulent la guerre et que plus ils aident l'Ukraine, plus ça entretient la guerre. Mais forcément, c'est quelque chose qui risque de pousser les Russes à multiplier encore plus les ingérences, à multiplier encore plus les attaques de toutes sortes contre les Européens, parce que ça ne leur plaît pas du tout, cette situation. Oui, puisque les Allemands pourraient être les premiers. En tout cas, ils semblent très intéressés par ce deal proposé par Donald Trump. Lui envoie les armes et les Européens payent. Est-ce que ça, côté ukrainien, c'est aussi bien vu ? Alors oui, de toute façon, côté ukrainien, l'objectif, c'est de maintenir deux aspects de l'aide, ce qu'ils appellent l'aide à l'Ukraine. L'aide à l'Ukraine, c'est à la fois l'aide militaire, l'aide macro-financière de l'Union européenne, qui n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à l'oublier, mais si l'État ukrainien continue de fonctionner, c'est aussi grâce à cette aide macro-financière. Et puis l'autre côté, c'est les sanctions. Là, on a une Union européenne qui s'apprête à voter un 18e paquet de sanctions. Et pour les Ukrainiens, c'est très important, c'est-à-dire de ne pas faiblir à la fois dans les sanctions à l'égard de la Russie et dans l'aide à l'Ukraine. Bon, voilà, la question, bien évidemment, qui est toujours posée, c'est si jamais l'aide américaine venait à s'amenuiser, voire l'aide militaire, ou voire à disparaître, la question de la compensation et qui reste aujourd'hui très, très, très délicate. Mais l'augmentation des budgets militaires, qui viennent même d'être exposés, y compris en France, sont bien évidemment perçus comme un soutien à l'Ukraine face à ce que l'Ukraine se présente aussi de cette manière-là aujourd'hui. C'est-à-dire les Ukrainiens considèrent qu'ils défendent leur propre liberté, mais également ce qu'ils appellent la liberté de l'Europe et qu'ils sont en première ligne dans ce combat face à une menace russe. Une menace russe qui n'est pas simplement militaire, qui n'est pas simplement à l'égard de l'Ukraine, mais qui est une menace, et là Paul Gauguin venait de parler des ingérences, qui est une menace aujourd'hui considérée contre les valeurs européennes, la démocratie, l'état de droit, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, Alexandra Goujon, que Donald Trump soit aussi présent ces dernières heures sur cette question parce qu'il voit les Européens s'organiser ? Alors, je pense qu'effectivement, la question de l'argent qui est mis dans le budget militaire, moi, je pense que Donald Trump est très attaché aux questions économiques. Ça, c'est une certitude. C'est combien coûte tout cela. Et il a demandé des efforts côté européen sur les dépenses militaires. Et donc, c'est pas simplement une question d'organisation, c'est aussi... également, j'allais dire, non pas une question de concertation, mais une question du budget militaire et de la manière dont les Européens prennent leurs responsabilités, effectivement. Et cet arrangement, j'allais dire, de livrer de la défense anti-aérienne par le biais d'un budget commun, qui ne serait pas strictement américain, bien sûr que ça doit arranger les choses. Paul Gauguin, on est peut-être passé un peu vite sur les sanctions américaines. Il y a ce projet de loi porté au Sénat par le sénateur américain Lindsey Graham, dont maintenant Donald Trump semble s'y intéresser. Est-ce que ça peut avoir un effet dissuasif sur ce cessez-le-feu, cet accord en 50 jours, ou c'est encore un effet de manche ?
Alors, dans un premier temps, comment dire, c'est dur à dire dans le sens où des sanctions on va dire bien établies, bien créées, pourraient forcément avoir des conséquences sur la Russie, que la situation économique de la Russie n'est pas incroyablement solide, particulièrement en ce moment. Et la guerre commence à réellement peser hein, sur le pays. Pour autant, pour Vladimir Poutine, la priorité, c'est la guerre. C'est-à-dire que même les personnes qui ont pour travail, pour objectif en Russie de maintenir l'économie à flot, se retrouvent toujours au second plan et doivent gérer avec les nécessités liées à la guerre au quotidien. Ensuite, il y a cette idée que les sanctions n'ont pas d'effet sur la Russie. Donc ça, c'est la propagande. Mais c'est vraiment très intégré par les gens. Ça m'arrive souvent de rencontrer des Russes qui disent mais merci pour les sanctions, quoi. Grâce aux sanctions, nous, on a pu développer notre pays et le pays tourne mieux qu'avant. Alors c'est la propagande hein, qui fait parler certaines personnes de cette façon-là. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va inquiéter la population. Et enfin, ça c'est très important, et c'est le cas pour toutes les grandes puissances mondiales, je pense, on n'agit pas sous la pression. Et c'est quelque chose de vraiment très important dans le régime russe aujourd'hui. Et Vladimir Poutine même met ça à un niveau assez incroyable, où même sa propre presse, parfois, il n'a pas envie de la lire parce qu'il ne veut pas agir sous la moindre pression. Les seules informations qu'il reçoit quasiment au quotidien, c'est presque celles de ses services de sécurité. Merci Tout Paul ça pour dire Gogo. On va qu'un leader continuer. international... On va continuer à en parler avec vous et Alexandra Goujon juste après le journal de la rédaction. Vous écoutez France Culture, il est 8h. Matin d'été, Astrid de Vilaine. Hier à la Maison-Blanche, en compagnie de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, Donald Trump s'est dit très déçu par Vladimir Poutine de qui il n'arrive pas à obtenir un cessez-le-feu. 4 mois après l'humiliation du bureau ovale, Volodymyr Zelensky dit sa reconnaissance envers le président américain qui doit maintenir la livraison d'armes via l'OTAN. Mais ce flottement américain a laissé place à une intensification des bombardements russes. Quelles en sont les conséquences sur le front? Merci à nos invités d'être restés avec nous. Alexandra Goujon, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Ukraine. Et à distance, je suis désolée de vous avoir coupé pour le journal de 8h. Paul Gogo, en direct de Moscou, vous êtes toujours avec nous? Oui. Auteur de l'opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, aux éditions du Rocher en 2024. Alors, je vous ai interrompu, j'en suis désolée, pour laisser place à l'actualité. Vous étiez en train de nous parler de la propagande russe et de comment, notamment sur la question des sanctions, celle-ci infusait dans la société civile. Oui, et sur le fait tout simplement, ce que Donald Trump vient d'annoncer, ça va difficilement fonctionner avec Vladimir Poutine dans le sens où le président russe, de toute façon, se maintient au pouvoir, entre autres, par sa capacité à résister aux sanctions internationales. C'est en tout cas aux pressions internationales. C'est en tout cas comme ça qu'il se présente depuis le début de son premier mandat auprès des Russes. Rester insensible aux pressions internationales et faire sa propre politique en gardant sa ligne. Donc c'est dans le principe, ce genre de méthode, je vous donne 50 jours pour réaliser telle ou telle chose, pour discuter entre vous. À mon avis, ça ne peut pas fonctionner en Russie parce que rien que dans la nature du régime, on ne peut pas répondre à une pression, encore moins venant de l'ennemi éternel que sont les Américains. Vous partagez, Alexandra Goujon, ça ne peut pas forcer, contraindre Vladimir Poutine à la négociation? Oui, je pense en fait, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, la question que je me pose, c'est quels sont réellement ses moyens de pression sur la Russie. Et en fait, ces moyens de pression sont assez faibles. Aussi parce que, de mon point de vue, cette guerre est une guerre idéologique. C'est une guerre qui n'a pas de rationalité économique. Puis c'est ce que les Occidentaux pensaient. Ils disaient Vladimir Poutine ne lancera pas une guerre contre l'Ukraine parce que ça lui fait perdre de l'argent. Mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est réellement de mettre la main sur l'Ukraine. Et on voit bien tout ce qui s'est passé ces derniers temps le prouve en fait. On assiste en effet ces derniers jours à une intensification des bombardements russes, notamment de l'usage des drones sur l'Ukraine. Pourquoi, Paul Gogo ? C'est vraiment la stratégie de Vladimir Poutine depuis quelque temps, c'est-à-dire que d'un côté,
il met la pression sur le front, il essaie d'avancer sur le front avec cette idée que tout ce qui est pris ne sera plus négociable, c'est-à-dire que le moindre village occupé dans l'esprit de Vladimir Poutine, si un jour on devait discuter de quoi que ce soit, si un jour la Russie acceptait de négocier ou de faire des concessions, ce qui pour l'instant d'ailleurs n'est pas du tout au programme, ce serait impossible de mettre dans la balance le moindre territoire déjà occupé. Donc il y a ça d'un côté, et de l'autre, il y a ce que je considère être une sorte de fantasme russe qui considère, oui, que à force d'harceler la population ukrainienne, à force de les bombarder, de toucher les civils, eh bien les gens vont se fatiguer et se retourner vers leur gouvernement pour leur dire, voilà, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on trouve une solution parce que nous, on ne peut plus subir tout ça. Et donc pour Vladimir Poutine, non pas que lui rêve d'une solution politique ou diplomatique à ce conflit, mais cette guerre, elle a un coût, il y a beaucoup d'hommes russes qui sont en train de mourir sur le front, et donc c'est clair que s'il parvenait à obtenir des concessions, à obtenir quelque chose de cette façon-là, par la pression de la population, eh bien ça, ce serait assez avantageux pour lui. Et en ça, c'est sûr que les sanctions et surtout plutôt d'ailleurs ces missiles que Donald Trump est prêt à fournir, en tout cas vendre à l'Ukraine, ça peut entraver un petit peu cette stratégie russe, effectivement, qui consiste à viser et à harceler au quotidien la population ukrainienne. Alexandra Goujon, comment la population ukrainienne réagit justement à cette intensification des bombardements et à cette stratégie du harcèlement décrite à l'instant par Paul Gogo? Alors, j'allais dire, la réaction, c'est bien évidemment de montrer, hein, et donc il y a vraiment toujours un journalisme de terrain pour se rendre sur les lieux du bombardement, de montrer, j'allais dire, les crimes de guerre, hein, et de les suivre et parallèlement de les documenter. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent à la documentation des crimes de guerre, donc montrer bien évidemment, continuer de montrer que les actions russes sont criminelles. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais avec beaucoup de réflexions sur les lignes rouges, qu'est-ce qu'il faut montrer, pas montrer, quel corps, etc. Il y a vraiment tout un travail aussi côté journalistique et une réflexion très intéressante sur ce point. Et puis, en fait, les Ukrainiens ont été habitués depuis 2022 à vivre des vagues successives comme ça de bombardements. Ils s'y attendaient plutôt l'hiver dernier, et puis finalement c'est arrivé. Ça arrive à la fin du printemps et cet été. Et on a une vie qui continue après les bombardements. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a des nuits de bombardement, le lendemain matin, tout le monde en parle, se pose des questions, comment tu as dormi, etc. Et puis, eh bien, les gens prennent le métro, vont à leur travail et continuent leurs activités. Donc bien évidemment, il y a une crainte. Et surtout, cette incertitude. On le voit, hein, les bombardements, c'est un jour, 2 jours, après ça diminue, donc 400, 500 drones une nuit, la nuit suivante 70. Là, on a vu des villes de l'Ouest touchées qui avaient été épargnées pendant de très longs mois. Donc ça crée une instabilité. Et là, je suis ce que dit Paul Gogo, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de profondément diviser la société ukrainienne et éventuellement de faire en sorte que la population se retourne contre le gouvernement. Alors souvent, on a l'impression que Volodymyr Zelensky est maximaliste. En fait, il ne fait que suivre l'opinion publique ukrainienne. Hein. Et quelque part, plus ça bombarde, plus ça montre la capacité de terreur de la Russie, et plus les Ukrainiens se disent il faut absolument qu'on continue à résister, parce que si ce régime se rapproche de nous, hein, et il y a aussi beaucoup de documentation sur ce qui se passe dans les zones occupées. Hein. Là, les Ukrainiens se disent non, on ne veut de toute façon pas vivre sous administration russe, et on veut préserver absolument notre identité, notre régime politique, notre autodétermination en tant que peuple. Paul Gogo, en effet, il y a eu cette intensification de la terreur, pour reprendre l'expression du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais est-ce que sur le front, les positions russes avancent, on le voit, mais parfois on entend parler dans la presse de grignotage. Quel est votre regard sur vraiment la ligne de front actuelle et les positions de part et d'autre ?
Oui, c'est effectivement le bon mot parce que la Russie, en gros, prend un village par jour dans le Donbass. Mais vraiment, des fois, des villages qui comptent que quelques habitants, voire des fois même qui étaient inhabités. Mais dans un premier temps, c'est pas le plus important. C'est-à-dire que quand vous allumez la télévision russe, que vous regardez les informations le soir, eh bien, tous les jours, il y a un nom de village qu'on peut annoncer en disant, voilà, ça y est, on a libéré, c'est le terme de la propagande russe, tel ou tel village dans le Donbass. Alors évidemment, les Russes n'ont quasiment tous jamais mis un pied dans le Donbass et personne n'a jamais entendu parler de ces villages. Mais peu importe, il y a cette sensation que l'armée avance, que l'avantage est à la Russie. Et il est clair, de toute façon, une tendance sur le front quand même à ce que la Russie soit plutôt à l'avantage parce qu'elle parvient à bombarder tout le pays au quotidien, parce qu'elle parvient à renouveler ses hommes peut-être un peu plus facilement, même si ça se débat, c'est plus compliqué que ça, on va dire, que l'Ukraine. Mais factuellement, la Russie n'avance pas massivement en Ukraine et à ce rythme-là, il faudrait des années avant qu'elle parvienne à obtenir les territoires qu'elle recherche. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique qu'elle ne ferme pas totalement la porte d'un Donald Trump qui veut communiquer avec elle, même si pour l'instant elle ne veut pas particulièrement discuter avec les Européens. Alexandra Gaujon, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est l'un des facteurs qui fait que la population ukrainienne maintient cette résilience qu'on voit depuis plusieurs années? Le grignotage, vous voulez dire? Oui. Oui, bien sûr. Alors, on est côté ukrainien, on regarde quand même avec inquiétude cette progression sur le front, parce qu'elle existe et les militaires en parlent régulièrement. Je dirais même que le front, en quelque sorte, s'est peut-être étendu. On focalise sur le Donbass et c'est très important, parce que la région, dans le Donbass, il y a 2 régions. La région de Lugansk qui est quasiment complètement occupée, mais la région de Donetsk, c'est vraiment celle sur laquelle il y a un poids de focalisation. C'est là que la guerre a commencé en 2014 et on peut voir que cette région, par exemple, qui était globalement occupée à 50% en 2022, elle est à 70% aujourd'hui. Donc il y a une progression. Mais il y a aussi un front qui s'étend avec des bombardements sur Soumy, des volontés d'incursion dans la région de Soumy qui est au nord-est, plus au nord, il y a la région de Kharkiv. Donc, en dehors des régions, des 4 régions annexées, il y a ces 2 autres régions, Soumy et Kharkiv, où il y a vraiment une pression militaire. Et bien évidemment, avec toute cette question des drones, donc là, les Ukrainiens en parlent, avec un problème aussi de mobilisation de la population. La résistance, oui, elle continue, et j'allais dire, elle est quotidienne, elle s'inscrit dans la vie quotidienne. On rencontre, par exemple, moi j'ai travaillé sur les funérailles, la mémoire de la guerre, et je rencontre assez souvent des mères ou des femmes de soldats qui, par exemple, commencent leur journée par distribuer une somme d'argent à différentes levées de fonds pour le front. Aujourd'hui, vous avez aussi des personnes en Ukraine qui, pour souhaiter leur anniversaire sur les réseaux sociaux, font aussi ces levées de fonds en guise de cadeaux. Vous avez des intellectuels qui font des levées de fonds pour équiper en voiture des brigades. Donc, on a une résistance, on va dire, qui s'est intégrée quelque part comme ça à la vie quotidienne des gens, outre j'allais dire, leur travail quotidien. Paul Gogo, vous avez commencé à l'évoquer, mais pouvez-vous nous dire où en sont les capacités russes en matière d'hommes? Je tiens quand même à signaler qu'il y avait aussi ce déplacement de Sergueï Lavrov en Chine et en Corée du Nord, où l'on sait qu'en Corée du Nord, il y a des contingents qui viennent sur le front, et peut-être aussi en matière d'armement. Oui, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est désormais totalement assumé par la Russie, par la Corée du Nord. Il y a des soldats nord-coréens qui sont, alors pour l'instant seulement, on va dire, sur le territoire russe parce qu'ils ont été utilisés pour défendre la région de Koursk. Mais en tout cas, maintenant c'est assumé et il y a cette promesse que ça continuera. Ensuite, oui, il y a des difficultés quand même à renouveler l'armée parce que, comme on le disait,
ou c'était dans le reportage tout à l'heure, il y a un usage de l'armée, des soldats russes par chair à canon en fait. Les hommes sont envoyés en masse et puis quand ils sont tués, eh bien, on en envoie d'autres par-dessus. Donc c'est très compliqué à gérer pour la Russie parce que s'il y a une mobilisation, on va dire subtile, même si c'est pas vraiment le mot, qui a cours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris les prisonniers, on est allé ensuite dans les clubs de sport, maintenant on s'est attaqué aussi aux migrants, notamment d'Asie centrale, en leur faisant signer des papiers sans trop leur expliquer ce que ça comportait. Maintenant, on essaie de chercher les étrangers. Il y a eu plein d'histoires, notamment au Népal, des gens qui étaient recrutés sur TikTok et qui se retrouvaient pas du tout dans la même armée que celle qu'on leur avait vendue sur TikTok, sur le front en Ukraine, avec des proches maintenant qui recherchent leurs proches, leur mari ou leur fils tués en Ukraine. Donc il y a ce genre de situation, tout simplement parce que la mobilisation, comme en Ukraine, on le voit, ça représente un risque social. Le risque social est peut-être certainement plus élevé en Russie sur ce sujet-là d'ailleurs qu'en Ukraine, parce qu'en Ukraine, il y a une défense légitime du pays, alors qu'en Russie, les raisons de ce conflit ne sont pas toujours bien comprises par les habitants. Et donc on évite à tout prix d'avoir organisé une mobilisation générale, même si parfois Vladimir Poutine donne la sensation qu'il serait prêt à franchir ce pas, parce qu'il prépare sa population à tout ça. Il prépare sa population à une guerre permanente, et à une question existentielle, à une défense de la patrie. Donc parfois il donne la sensation qu'il pourra aller plus loin dans la mobilisation et très rapidement sur les armes. La Corée du Nord a aussi permis, avec l'Iran à la Russie, alors l'Iran a permis à la Russie de développer ses drones et de se mettre, on va dire, au niveau des Ukrainiens, et même à continuer maintenant de développer des drones de plus en plus puissants. La Corée du Nord a permis à la Russie de lancer son économie de guerre très rapidement, en fournissant voilà, des obus, des obus qui dataient, des obus, pardon, et des mortiers qui dataient de l'URSS. Et aujourd'hui, la Russie parvient à maintenir un rythme de production qui lui permet de continuer les combats comme elle le souhaite dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine. Peut-être un mot de politique intérieure en Ukraine. Alexandra Goujon, on en parlait dans le journal de 8 heures de la rédaction. On s'apprête en Ukraine à changer de Premier ministre. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est dans l'air déjà depuis presque un an. Donc la nouvelle première ministre à qui Volodymyr Zelensky a proposé le poste, puisque comme c'était indiqué, ce poste lui est proposé, mais il va falloir un vote du Parlement possiblement dans les prochains jours. Yulia Svyrydenko, et son nom est déjà évoqué depuis plusieurs mois. Et ce que les spécialistes évoquent, c'est le fait que, eh bien là, il y a eu un certain nombre de réunions internationales et qu'en fait, ce changement de gouvernement doit se faire à un moment un peu plus calme. Et là on est dans cette séquence, mais les experts en parlent depuis un certain temps. C'est vrai qu'elle est économiste de formation, elle était ministre de l'économie. Est-ce que ça peut être vu comme un signal aussi envoyé à Donald Trump dans cette volonté qu'a le président américain de faire du business dans la région ? Alors, je pense que le premier critère, c'est un critère de politique intérieure. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Denis Shmyhal, le Premier ministre actuel, on n'a pas beaucoup de reproches à lui faire. Il s'entend plutôt bien, d'ailleurs, avec la majorité présidentielle au Parlement. C'est plutôt quelqu'un de loyal à l'égard du président, de conciliant. Par contre, il y a une personnalité qui monte en Ukraine, depuis déjà un bon bout de temps, qui est le chef de l'administration présidentielle, qui est Andriy Yermak, et lui s'entend très bien avec Yulia Svyrydenko. Donc il y a cet aspect-là, l'influence du chef de l'administration présidentielle, premier aspect. Deuxième aspect, créer du rythme en politique intérieure alors qu'il n'y a pas d'élection. Et quand je rappelle, il n'y a pas d'élection possible, c'est-à-dire possible pour les élites politiques, l'opposition et la population, c'est un consensus. Et puis, pour mentionner la relation, bien évidemment, avec Washington, il faut savoir qu'elle a été en charge, notamment de la négociation de l'accord sur les minerais rares. Eh bien, on continuera à suivre cela. Merci beaucoup, Alexandra Goujon, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris. Je cite votre ouvrage paru au Cavalier Bleu en 2023, L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre. Et merci à vous, Paul Gogod,
d'avoir été avec nous à distance depuis Moscou, correspondant en Russie pour de nombreux médias, auteur de Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass aux éditions du Rocher en 2024.